Alors, avec cette petite vidéo, ce petit montage, on va essayer de comprendre l'évolution des modèles atomiques. Alors, de quoi il s'agit? Vous avez vu en quatrième que les matières qui nous entourent sont elles-mêmes faites de molécules. Et puis on a découvert, peu de temps après, que les molécules sont en fait des assemblages d'atomes. Eh bien, il se trouve que l'atome, lui aussi, il est constitué d'autres choses encore plus petites. Alors, ce cheminement qui va vous prendre 2 ans, il a pris évidemment à l'homme beaucoup plus longtemps pour être compris et élaboré. Et donc c'est cette histoire, en tout cas ces étapes importantes, qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors cette histoire commence il y a déjà pas mal de temps, dans l'Antiquité grecque, aux environs de 400 avant Jésus-Christ. À cette époque, des scientifiques s'interrogent sur la constitution de la matière, de quoi elle est faite. Et parmi eux, un savant qui s'appelle Leucippe. Alors, les savants à cette époque-là sont souvent philosophes, médecins, mathématiciens, physiciens, biologistes, pourquoi pas. Et Leucippe a l'intuition que la matière est faite de grains indivisibles, de petites particules en quelque sorte, qu'il appelle les atomes. Ces idées sont rapidement reprises par un de ses disciples, un de ses élèves, qui s'appelle Démocrite. Et Démocrite, par de simples observations, comprend que si la matière peut être divisée à l'infini, au bout d'un moment, soit il n'en restera rien, ça veut dire que la matière est alors virtuelle, soit il en restera forcément quelque chose, des petites particules, des petits grains qu'on ne pourra plus couper, et donc c'est que Leucippe a vu juste, la matière est alors faite d'atomes. Donc les choses sont bien parties, on pense déjà que la matière est faite d'atomes, mais peu de temps après arrive Aristote. Alors Aristote, il faut quand même en dire un mot, c'est l'un des hommes dont la pensée a été la plus influente dans le monde et jusqu'à nos jours. La philosophie d'Aristote est encore étudiée de nos jours, c'est dire si elle est riche. Or, Aristote, pour des considérations philosophiques, réfute l'existence de l'atome. Pour lui, les atomes n'existent pas. Il pense que la matière, les matières qui nous entourent, sont faites de 4 éléments, d'une part variable de 4 éléments. Élément terre, ce qui correspond à l'idée qu'on se fait des solides de nos jours, l'élément eau, qui correspond à l'idée qu'on se fait des liquides, l'élément air, ce serait les gaz, et l'élément feu, ce serait la chaleur, l'énergie. Cette théorie fausse, parce qu'elle est portée par ce savant influent qu'est Aristote, eh bien, va prendre le dessus et va durer pas mal de temps. Effectivement, il faudra attendre 2000 ans, aux alentours de la fin du XVIIIe siècle, pour qu'un savant anglais, John Dalton, reprenne à son compte l'idée des savants grecs, l'idée que la matière est faite d'atomes. Alors John Dalton, c'est pas John Dalton, ça c'est John Dalton. John Dalton pense, lui, que toutes les matières qui nous entourent sont faites de grains indivisibles, les atomes, et il identifie quelques variétés d'atomes, et on peut imaginer en quelque sorte que Dalton se représente les atomes comme des bouts de billard, avec des variétés différentes qui correspondent aux matières différentes, des petites sphères dures, indivisibles. Il va identifier très rapidement une douzaine de variétés d'atomes, et il comprend même que certains de ces atomes peuvent s'associer en éléments binaires pour former de nouvelles matières. En fait, il a tout simplement l'intuition que les atomes peuvent s'associer pour former ce qu'on appellera par la suite des molécules. Donc on a beaucoup avancé grâce à Dalton, et un siècle plus tard, à la fin du 19e siècle, là, on va aller de découverte en découverte. Le 19e siècle sera une période décisive pour les connaissances qu'on a sur l'atome. Le premier à la fin du 19e siècle qui va faire avancer les choses, c'est Thomson. Alors Thomson est un physicien anglais qui enseigne à Cambridge, et Thomson découvre que l'atome contient une nouvelle variété de particules très petites, l'électron. Une particule
de charge électrique négative. Autrement dit, pour la première fois, on comprend que l'atome n'est pas indivisible, mais qu'il contient lui aussi des particules encore plus petites. Alors Thomson imagine l'atome de la manière suivante. Il suppose que c'est une sorte de pâte positive, de soupe positive, qui serait parsemée de petits grains, les électrons, des petits grains d'électricité négative. Et il prend l'image, pour le faire comprendre, d'un pudding au raisin, où les raisins seraient les électrons. Alors cette idée fait avancer les choses, mais rapidement, en 1911, l'expérience de Rutherford va mettre à mal ce modèle. Alors Rutherford, lui, est néo-zélandais. C'était un brillant étudiant en Nouvelle-Zélande. Il a obtenu une bourse pour venir étudier en Angleterre, à Cambridge. Il a Thomson comme professeur, et après ses études, il décide d'intégrer un laboratoire de physique où il étudie des radiations, les rayons cathodiques. Et il va se servir de ces rayons cathodiques pour tester le modèle atomique de Thomson. Il décide de bombarder des atomes provenant d'une feuille d'or de petites particules alpha de grande énergie, grande vitesse. Et normalement, si le modèle de Thomson est bon, ces particules alpha devraient traverser la pâte positive sans être déviées et ressortir de l'atome. Mais lorsqu'il réalise l'expérience, surprise, la plupart des particules ressortent effectivement sans être déviées, mais pas celles qui passent par le centre de l'atome. Celles-ci sont renvoyées comme si elles avaient rebondi sur quelque chose. Et Rutherford comprend très rapidement que le centre de l'atome abrite en fait une zone dure, autrement dit, l'atome possède un noyau. On comprendra très vite que ce noyau contient d'autres particules, des particules positives qu'on appelle les protons. Si bien que l'atome de Thomson, le modèle de Thomson, est rapidement abandonné au profit du modèle de Rutherford. Modèle de Rutherford avec au centre de l'atome un petit noyau qui abrite les protons positifs et autour duquel vont graviter un tas d'électrons chargés d'électricité négative. Et entre le noyau et les électrons, eh bien, il y a de l'espace. Autrement dit, du vide. C'est-à-dire que l'atome a en quelque sorte une structure lacunaire, c'est-à-dire qu'il est, entre guillemets, plein de vide. Alors ce modèle est séduisant, mais ce modèle va évoluer avec des découvertes qui vont le faire avancer au XXe siècle, et notamment la découverte de James Chadwick en 1932, ça fait pas si longtemps. Chadwick, qui est un élève de Rutherford, qui était lui-même l'élève de Thomson, et qui découvre une nouvelle particule, le neutron, que l'on trouve bien, dans le noyau. Autrement dit, le noyau d'un atome est un assemblage de deux particules, de types de particules, les protons positifs et les neutrons, neutres comme leur nom l'indique. Et puis, peu de temps après, avec les travaux de Schrödinger et Paul Dirac, on comprend que la trajectoire des électrons n'est pas prévisible, contrairement à ce que pensait Rutherford, mais que les électrons forment en quelque sorte un nuage qui bourdonne autour du noyau. Si bien que dans les années 30, 1930, on va aboutir à ce qu'on appelle le modèle probabiliste. Ce modèle probabiliste avec un noyau constitué de neutrons et de protons, autour duquel s'agitent des électrons, dont il est impossible de prévoir la position et la trajectoire. Tout ce qu'on peut faire, c'est prévoir la probabilité de trouver les électrons à tel ou tel endroit dans l'atome. Et c'est évidemment ce modèle beaucoup plus proche de la réalité que nous adopterons en troisième.